Tokimeki. Avant que cette vidéo commence, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir les deux premières parties sur les ressources pour apprendre le japonais. Aujourd'hui, c'est la dernière partie de cette série de vidéos sur l'apprentissage du japonais en autodidacte et elle va être plutôt longue puisqu'on va aborder deux choses très importantes. Comment réviser son japonais et surtout comment gérer son temps de révision. Vous avez un sommaire en barre de description. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont l'impression de ne pas avancer dans leur apprentissage du japonais et sachez que pour remédier à ça, votre méthode de révision est tout aussi importante que les ressources que vous utilisez. Je vous ai déjà donné un petit peu de manière de réviser dans la vidéo précédente, mais aujourd'hui je vais vous expliquer en détail comment moi je révise mon japonais et aussi les méthodes que j'ai testées mais qui n'ont pas fonctionné pour moi personnellement, en espérant que vous pourrez trouver une solution. Pour l'expression orale, c'est très difficile, surtout quand vous êtes en France, de réviser votre oral. On rencontre quand même très peu de japonais et même sur les sites et applications qui vous permettent de trouver des correspondants, c'est quand même dur de trouver des gens qui veulent parler de vive voix plutôt qu'à l'écrit. Peut-être que bientôt quelqu'un que vous connaissez bien lancera ses cours particuliers d'oral en japonais, mais pour l'instant la meilleure solution reste le shadowing. Le shadowing, c'est tout simple. Ça consiste à répéter mot pour mot et simultanément des dialogues de CD de manuel, de programmes télé, des paroles de musique, etc. tout en respectant les pauses et l'intonation. Le but de cette méthode, c'est pas de tout comprendre, c'est d'apprendre à bien prononcer le japonais. Vous écoutez, puis vous répétez, et dès que vous maîtrisez, vous essayez de répéter en même temps que la personne qui parle. Ça a l'air simple, mais vous verrez que vous n'y arriverez pas du premier coup parce que la façon de parler diffère et surtout c'est très compliqué de s'adapter au débit de parole de quelqu'un d'autre que soi. Attention, si vous voulez éviter de vous retrouver à parler comme un perso d'animé, veillez à répéter avec votre propre voix. C'est vraiment un point très important. Respecter l'intonation, c'est pas imiter la voix de la personne qui parle, hein, c'est détecter si la phrase est une question, une affirmation, un ordre. Vous verrez que cette méthode, surtout combinée avec la lecture à haute voix que je vous ai déjà conseillé dans la précédente vidéo, vous permettra d'améliorer votre fluidité en japonais de façon assez extraordinaire. En plus, elle vous permettra d'améliorer votre compréhension orale. Vous allez comprendre et facilement deviner les expressions, les intonations que les japonais utilisent dans certains contextes. C'est une belle transition pour aborder le sujet de la compréhension orale. Il n'y a vraiment pas de secret ici, hein. La musique, les vidéos YouTube, les programmes télé japonais sous-titrés, etc. Enfin bref, il faut s'entourer de japonais à la moindre occasion. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo précédente où je vous liste toutes les ressources qui sont utiles pour s'améliorer. Au niveau de la grammaire, franchement, la grammaire c'est le truc le plus simple à réviser. Il suffit de s'éclater à faire plein d'exercices et vous allez assimiler les notions très facilement. Vous n'avez même pas besoin d'apprendre par cœur, hein. À force de faire des exercices, vous allez logiquement déduire quelle expression convient le mieux à quel contexte. Personnellement, j'ai un cahier de grammaire avec en première partie toutes les notions, hein, qui sont utiles ou que je ne connais pas encore. En seconde partie, je fais beaucoup d'exercices. Plus que les formes ou les constructions de phrases, hein, comme par exemple nom ou verbe neutre plus mon euro, je comprends beaucoup mieux quand les contextes sont détaillés. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre la forme nom ou verbe neutre plus mon euro pour réviser, je vais plutôt apprendre le fait que mon euro peut être utilisé dans le contexte où ça aurait été bien si cette personne avait fait ça, mais il en est autrement. Je sais, vous êtes en train de me regarder comme ça. Je sais pas trop si c'est compréhensible ce que je viens de dire, en tout cas ça marche pour moi. Pour les exercices, hein, j'utilise beaucoup les sites et les livres que je vous ai cités dans la première partie parce qu'ils aiment bien ranger les notions par contexte d'utilisation, c'est plutôt pratique. On passe ensuite au vocabulaire qui est très important, vous avez plusieurs méthodes pour ça. Il y a les flashcards et les wordcards qui peuvent aider énormément les gens qui doivent apprendre par cœur beaucoup de vocabulaire ou qui doivent assimiler énormément de vocabulaire d'un coup. C'est vraiment la meilleure méthode pour les personnes désireuses de passer le JLPT ou les étudiants en licence de japonais vu la quantité de vocabulaire que vous allez bouffer. Vous avez les wordcards papier qui sont pas mal quand vous débutez l'apprentissage, surtout pour les personnes qui retiennent en écrivant, mais ça devient très compliqué dès que vous avez atteint la centaine de mots. Je vous conseille donc les flashcards digitales avec les logiciels Anki ou encore Memrise. En plus, ça vous donne un visuel de ce que vous avez appris, ce qui vous reste à apprendre et c'est plutôt efficace. Vous couplez ça avec l'utilisation d'une ardoise pour écrire sans gâchette papier et vous allez voir que vous allez devenir des boss du vocabulaire. Autre méthode, les carnets de vocabulaire classiques, hein. J'utilisais personnellement ceux de Kokuyo. J'ai arrêté parce que j'ai fini par en avoir 4-5 et c'était un peu compliqué de toujours tout noter et de revoir surtout à chaque fois. Là encore, je pense que c'est bien quand vous débutez, mais après ça devient plutôt laborieux, enfin après ça dépend de chacun. Sinon, je sais que beaucoup d'entre vous au début aiment bien diviser les mots de vocabulaire par champ lexical, par fonction. C'est une méthode que je vous déconseille totalement. Ça paraît simple et ultra organisé au début, mais vous allez voir que dès que vous allez arriver à une quantité astronomique de mots, ça va être très compliqué, surtout que certains peuvent être dans plusieurs catégories. Ne vous prenez vraiment
vraiment pas la tête avec une organisation particulière, vraiment rajoutez les mots au fur et à mesure. Revoyez-les chaque jour ou chaque semaine, hein. N'oubliez pas que le vocabulaire que vous notez doit être appris, ça sert à rien de noter des tonnes de mots si c'est pour jamais aller les revoir. C'est vraiment très important pour votre mémoire et votre apprentissage de retourner consulter ce que vous avez noté. Et en dernier, ce qui saoule la plupart des apprenants du japonais, c'est les idéogrammes, les kanji. Je vais pas vous donner de méthode révolutionnaire ici et je risque de me faire un petit peu bouder par les personnes qui sont un peu puristes et qui aiment bien partager le nombre de kanji qu'ils connaissent. Mais franchement, à moins que vous soyez en licence de japonais et que vous ayez des contrôles sur les lectures des idéogrammes isolés, ça sert à rien de les apprendre tout seul, apprenez-les avec des mots de vocabulaire. Les raisons pour abandonner l'apprentissage des idéogrammes de façon isolée sont très simples. Si, comme je vous le conseille, vous apprenez votre japonais avec plein de ressources variées et que vous êtes assidu, c'est-à-dire que vous notez chaque mot que vous ne connaissez pas, vous allez commencer à deviner la lecture d'un mot grâce à d'autres mots que vous connaissez. Apprendre les lectures individuelles de chaque kanji, ça ne sert strictement à rien si ce n'est vous perdre dans une masse de choses confuses que vous n'utiliserez que très peu, voire même jamais. Je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, vous avez appris Kuni, le pays, et Kokusai, international. Demain, vous rencontrez ce mot. Vous avez appris hier que ce kanji-là pouvait se lire kuni ou plutôt koku quand il est combiné avec un autre idéogramme. Naturellement, vous allez pencher pour la lecture koku. Admettons que vous connaissez le verbe tatsu, se lever, mais également dokuritsu, indépendance. Vous savez donc que l'idéogramme suivant peut se lire ta, mais aussi litsu. Cependant, vous avez remarqué que combiné avec un autre idéogramme à la fin d'un mot, ça se lit plutôt litsu. Donc, en voyant ce mot-là, vous allez penser à kokuritsu, national. Je sais qu'en l'expliquant, ça vous paraît ultra compliqué, mais ça se passe passera en 10 secondes dans votre tête. Au plus vous allez maîtriser de mots de vocabulaire, au plus vous allez connaître de lectures d'idéogrammes sans même les avoir apprises. Vous les connaissez puisque vous les rencontrez souvent. Vous allez d'abord reconnaître le kanji visuellement, puis vous allez vous rappeler de ces différentes lectures grâce à plein de mots que vous avez déjà appris jusqu'à présent. Pour moi, il vaut mieux apprendre 200 mots de vocabulaire et savoir dire 200 nouvelles choses ou lire 200 nouvelles choses plutôt que d'apprendre 200 idéogrammes isolés qui vous serviront pas à grand chose. On va maintenant passer à la deuxième partie qui concerne la gestion du temps. Je vais m'adresser ici à tous ceux qui m'envoient des messages pour me dire j'aimerais bien apprendre le japonais mais je n'ai pas le temps. Je pense que je vais en brusquer un petit peu beaucoup, c'est pas du tout le but, hein. Moi j'espère simplement vous faire comprendre les choses et vous motiver un petit peu. Je vais vous dire une vérité qui est un peu dure à avaler mais vous avez le temps. J'ai pas le temps, c'est une excuse qui est souvent utilisée parce que vous avez du mal à admettre votre manque d'organisation ou simplement le fait que vous procrastinez beaucoup. Vous voulez devenir bilingue en japonais en étant débutant, en étant en France, sans travailler minimum 2 heures par jour. J'ai le regret de vous dire que ça va être très compliqué et qu'il va falloir revoir vos priorités. Pour ça, va falloir passer par plusieurs étapes qu'on va détailler maintenant. Tout d'abord, il va falloir prendre conscience de comment votre journée se passe, c'est-à-dire sur quoi vous dépensez le plus de temps. Rapidement, il faut déterminer votre journée type. C'est quoi la première chose que vous faites en vous levant? Est-ce que c'est aller sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est allumer votre PC? Ensuite, vous quittez la maison pour les cours ou le travail, vous avez une pause syndicale, vous rentrez chez vous, vous allez voir des amis, vous avez envie de vous poser, etc. Après, il y a peut-être le repas à préparer, il y a les devoirs ou les éventuelles révisions à faire, mais il est déjà 22h30 et puis bon, il y a le nouvel épisode de The Witcher qu'il faut que je regarde. Il est un peu tard, ça sert à rien de réviser maintenant, autant finir la journée sur la play ou en regardant des dramas. Je me couche après minuit et je recommence le lendemain. Si vous vous reconnaissez dans minimum une des choses que je viens de dire là maintenant, c'est qu'on est sur la bonne voie. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'y a aucun mal à binge-watcher des séries Netflix ou à aller voir ses potes, encore heureux. Cependant, si vos journées ne se composent uniquement que de ça, alors que vous avez un objectif qui vous tient à cœur, bah c'est pas normal. Malheureusement, vous pourrez pas commencer à optimiser votre temps si vous n'avez pas conscience de combien vous en perdez chaque jour. C'est vraiment très dur de changer ses priorités, mais si vous êtes vraiment désireux d'apprendre le japonais ou d'avoir un bon niveau, ou que vous ayez simplement un objectif qui mérite qu'on lui accorde du temps, et ben il va falloir apprendre à travailler dessus. Je vous conseille tout d'abord de faire le tri. Vous verrez qu'il y a plein de priorités qui en fait n'en sont pas du tout, et des choses pour lesquelles vous vous direz ah ouais c'est vrai que là je pourrais en faire un peu plus quand même. Attention tout de même parce que l'important c'est aussi de penser à vous. Vos priorités ne sont pas celles des autres. Vous n'avez pas à culpabiliser de passer du temps à réviser plutôt qu'à faire le ménage chez vous, comme vous n'avez absolument pas à culpabiliser du fait de sortir boire un verre avec vos potes alors que vous étiez censé réviser ce soir. L'important c'est juste d'en prendre conscience et d'assumer afin d'éviter cette rengaine du j'ai pas le temps. Dites-vous plutôt oui, j'ai le temps, mais aujourd'hui je préfère me concentrer sur ça et c'est pas grave. Après ce gros tri, je vous conseille de vous créer une routine. Les gens comme moi qui arrivent à s'adapter ultra rapidement au changement, je vous conseille de faire ça du jour au lendemain parce que vous comme moi vous savez qu'on s'ennuie très vite. Si par contre vous êtes du genre à appréhender le changement, alors faites un passage en douceur. Fixez-vous un objectif quotidien ou hebdomadaire. Si vous finissez les cours plus tôt le lundi, alors profitez-en pour réviser tout ce que vous ne pouvez pas faire les autres jours. L'important c'est de ne pas chercher d'excuses. Si vous vous donnez un temps, un laps de temps, une période ou un jour pour faire cet objectif là,
vous vous y tenez. Vous vous détendrez un autre jour, mais là c'est important vraiment de respecter ce que vous vous êtes promis en fait à vous-même. Je peux pas vous dire qu'en 2 jours ça va être bon, mais si vous continuez ça sur un mois, vous allez voir que ça va devenir un automatisme. Ah, lundi soir, bah il faut que je révise ma grammaire. Ah, le jeudi, c'est vrai, je dois faire mes kanji le matin. Pour vous aider, c'est aussi très important de savoir quand vous êtes efficace. Connaître le moment où vous travaillez le mieux, c'est très important parce que ça vous évitera ce sentiment de culpabilité de n'avoir rien fait de la journée ou d'avoir gâché votre journée. Après ces 2 étapes, vous avez normalement assez travaillé sur vous-même pour être diligent, mais avant de commencer votre planning de révision, il va falloir s'attaquer à l'espace de travail. Est-ce que à l'heure actuelle, la pièce ou l'endroit où vous révisez est convenable? Est-ce que c'est rangé? Est-ce qu'il y a de la paperasse? Est-ce qu'il y a de la vaisselle qui traîne? Je sais que ça peut paraître secondaire, mais je vous assure qu'un appart ou une chambre rangée, ça change la vie. C'est très dur de se concentrer sur les révisions quand vous savez qu'il y a d'autres tâches qui vous attendent, genre la vaisselle, faire le ménage, plein d'autres trucs. C'est typiquement le genre de situation qui va continuer à vous faire culpabiliser sur votre gestion des priorités. Réfléchissez vraiment à ce genre de détails. Est-ce que vous êtes assez au calme pour réviser? Au contraire, est-ce que c'est trop calme pour que vous puissiez vous concentrer? C'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Le but, c'est que ça n'accapare pas votre attention, mais que ça vous accompagne dans votre séance de révision. Au niveau des distractions numériques, le PC, le téléphone, etc., ça dépend vraiment de vos habitudes. Si vous êtes carrément accro et ou que vous devez utiliser ça pour réviser, parce que je sais pas, vous avez l'application Anki sur votre téléphone par exemple, il y a plein d'applications qui vous bloquent les réseaux sociaux, les sites parasites pendant un certain temps. Vous avez même des applications pour les moteurs de recherche qui vous bloquent carrément les adresses. Faites attention quand même à rester à l'écoute de votre corps et de vos sentiments. Si ça fait 4 fois que vous essayez de vous concentrer mais vous finissez toujours sur Twitter, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la bonne méthode de travail, que ce que vous faites ne vous intéresse pas ou simplement que quelque chose d'autre accapare votre esprit. Dans ce cas-là, il vaut mieux prendre une petite pause pour se remettre les idées en place. C'est pareil si vous vous sentez vraiment épuisé, vous avez la sensation que c'est de la vraie fatigue et pas de la procrastination ou de la flemme, faites une pause, ça sert à rien de se forcer. À partir de là, vous pourrez enfin réfléchir à comment planifier, optimiser et organiser votre temps de travail. Quand vous êtes autodidacte, vous devez être régulier. Il faut vraiment vous forcer à être assidu parce que sinon vous n'obtiendrez aucun résultat. Il n'y a pas de notes pour vous rappeler que vous êtes en train de progresser ou chuter. Vous n'avez pas de prof pour vous faire des remarques sur votre niveau. Vous n'avez pas de limite de temps ou de contrainte pour un exposé ou un oral. C'est vraiment à vous de faire votre emploi du temps et votre progression dépend uniquement de vous. Du coup, c'est très important de tout planifier pour ne rien oublier. C'est vraiment dur de se poser et de se dire bah alors aujourd'hui je vais foncer tête baissée vers mon objectif et pour ça voilà ce que je dois faire. Je pense que c'est plus facile forcément d'être motivé quand vous avez un but. Moi c'était de parler à mon idole, mais je sais qu'il y en a c'est les études au Japon, etc. Je pense que dès que cette motivation se débloquera, vous allez tout donner pour cet objectif. Enfin bref, il y a plusieurs façons de planifier ces révisions selon vos objectifs, le JLPT, votre licence, un simple hobby. En premier, vous avez un calendrier de révision. Désolée, j'ai qu'une petite photo floue, mais voilà ce à quoi ressemblait mon calendrier de révision pour le JLPT quand j'étais au Japon. J'ai déterminé les tâches que je devais effectuer quotidiennement avec un code couleur. C'était plutôt simple, j'avais rien à écrire et je voyais très rapidement ce que j'avais accompli et ce qui me restait à faire. Malheureusement, c'était pas assez détaillé pour moi qui avait besoin d'un suivi un petit peu plus complet sur ma progression. Je suis donc passée à une autre méthode qui s'appelle le Study Journal. Ça ressemblait à ça. Vous pouvez les trouver très facilement sur internet, Ça vous évite du coup d'écrire tout vous-même parce que c'est un peu laborieux. Sinon vous avez tout simplement des applications si vous préférez le digital. Chaque fois du coup que je planifiais une séance d'études intensive, j'écrivais toutes les tâches que je devais faire et je surlignais à chaque fois le temps que j'avais mis pour faire cette tâche. Au total, j'obtiens donc le temps que j'ai étudié par jour. Ça permet de garder une certaine régularité dans l'apprentissage. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est que ça vous aide beaucoup à déculpabiliser. Il y a plein de fois où je me suis retrouvée à me dire ah j'ai rien foutu aujourd'hui, et en fait en ayant le nombre d'heures que j'ai travaillé devant moi, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais quand même accompli pas mal de choses et que j'avais le droit de me détendre aussi. Évidemment, on compte que les moments où on a étudié à fond, même si vous faites une pause de 10 minutes, vous ne comptez pas ces 10 minutes dans le total. Autre méthode, le Study Journal, mais cette fois mensuel, les fois où j'avais la flemme de faire les feuilles à l'avance, j'utilisais cette méthode. Je pense que c'est un bon compromis pour les personnes qui n'ont pas besoin de voir leur progression au quotidien mais veulent plutôt voir une vue d'ensemble. J'ai arrêté ces méthodes à l'heure actuelle parce que je suis arrivée à un point où je sais ce que je dois faire. Je me fais juste un point par semaine des choses que j'ai vues, que je dois revoir éventuellement ou que je vais apprendre les futures semaines, et je note ça dans mon agenda classique. On arrive enfin à la dernière partie. Comment optimiser son temps? Comme je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé d'être assis derrière un écran ou un cahier pour réviser votre japonais. Le plus important, c'est vraiment d'avoir des bonnes habitudes qui vous permettront de faire des progrès au quotidien. Se mettre dans un environnement japonais par exemple, ça fait aussi partie de votre progression. Sans vous en rendre compte, vous faites des progrès parce que vous touchez au japonais en ayant l'impression de faire quelque chose d'autre, et ça aussi c'est très bien. Les réflexes que vous devez adopter sont ultra simples.
Prenez toujours un carnet de vocabulaire ou un livre de japonais ou en japonais avec vous dans votre sac. Étudiez durant votre temps de transport, le bus, le train, le métro, c'est d'autant plus utile quand c'est en panne ou en grève. Étudiez et faites vos exercices ou lisez un manga durant votre pause au travail. Si vous partez de chez vous pour les cours, la fac, le travail à 6h30 et qu'il est 6h25, prenez ces 5 minutes pour lire un petit article sur une application d'actualité japonaise. Si vous promenez votre chien, écoutez les fichiers audio de vos manuels de compréhension orale. Si vous avez des enfants et qu'ils ont envie de regarder un dessin animé avec vous, mettez un dessin animé japonais. Il y a plein de programmes sur Netflix où vous pouvez avoir l'audio en français et les sous-titres japonais, ce qui peut vous être utile à vous. S'ils sont vraiment petits et qu'ils comprennent pas encore les dialogues, n'hésitez pas à mettre un truc en VOSTFR tout simplement. La liste est bien sûr non exhaustive et c'est aussi à vous de trouver dans les moments de votre journée où vous pourrez utiliser du temps pour apprendre du japonais. Vous verrez que c'est aussi facile à dire qu'à faire. Imprimez-le en géant sur le mur ou tatouez-vous-le sur le bras, je m'en fous, mais 10 minutes de révision en une journée, ça vaut mieux que rien du tout. C'est pas parce que vous avez fait la moitié de ce que vous aviez prévu de faire que c'est peine perdue. Regardez plus souvent ce que vous avez accompli que ce qui vous reste à faire. Arrêtez de vous trouver des excuses, à moins que vous soyez un père au foyer qui doit s'occuper de 2 paires de jumeaux tout en étant en études de médecine, ou une mère qui doit subvenir aux besoins de sa famille avec 3 jobs en ayant des problèmes de santé. Vous avez le temps, surtout quand vous êtes jeune. Et je me permets de vous dire ça parce que moi aussi j'ai eu l'impression des fois que les journées passaient à la vitesse de la lumière sans avoir le temps de faire quoi que ce soit, mais je vous assure que c'est possible. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est celui de mon copain. Il a réussi sa licence de japonais en même temps qu'un 35 heures en restauration. Il faisait des semaines à 70 heures et c'était pas simple du tout, et pourtant il a réussi. Vous pouvez parler de courage ou de chance, mais moi je pense simplement qu'il s'est juste mis un gros coup de pied au cul et qu'il a réussi son objectif. Croyez-moi, avec un minimum d'assiduité, un peu plus de confiance en vous, vous avez tout le potentiel nécessaire pour réussir vos objectifs et ça va marcher. La nouvelle année arrive, c'est une bonne occasion de se reprendre en main. Je pense qu'avec tout ce que j'ai pu vous donner dans cette série de vidéos, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour réussir, donc à vous de jouer. Courage, je suis certaine que vous allez y arriver. Merci de m'avoir suivi en vidéo cette année. J'entame ma 5e année sur YouTube en 2020. Je vais faire de mon mieux pour publier du contenu un peu plus régulièrement, promis. Je vous dis à bientôt sur Tokimeki. Bye bye.